Né avec la malédiction de la cécité, Kunon est un garçon qui n'a jamais vu le monde extérieur de toute sa vie. Il est le fils d'une riche famille noble, et pourtant, il n'a jamais pu profiter des joies, ni admirer la beauté que ce monde d'Isekai a à offrir. Un jour, il demande à l'un de ses majordomes ce que signifie le fait de pouvoir voir. Lorsqu'il apprend que la vue permet de percevoir les formes et les couleurs, son cœur s'alourdit encore davantage. La seule raison pour laquelle il est aveugle est l'existence de ce que l'on appelle la cicatrice du héros, une marque laissée sur lui par le chevalier sacré nommé Istor Uglia. Tout le monde éprouve de la pitié pour le pauvre Kunon, mais lui ne comprend pas pourquoi, et souhaite désespérément être traité comme l'égal des autres. Kunon est né avec un Watercrest, ce qui signifie qu'il possède une affinité naturelle avec la magie de l'eau. C'est pour cette raison que sa famille désigne Genie afin de lui enseigner la magie, mais Kunon ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme lui devrait apprendre cet art. À ses yeux, même s'il parvenait un jour à utiliser la magie, cela ne servirait à rien, puisqu'il est littéralement incapable de se déplacer sans l'aide de sa servante. Malgré tout, il obéit aux ordres de sa famille et rencontre le maître Genie. Genie commence son enseignement avec un enthousiasme débordant, et peu de temps après, Kunon apprend le sort le plus élémentaire de tous, appelé Aori, qui permet de manifester une petite masse d'eau. Le plus triste, c'est qu'il ne sait même pas ce qui s'est produit après avoir lancé le sort. Genie lui explique donc patiemment le résultat, décrivant chaque détail visuel, même les plus infimes, afin qu'il puisse se représenter l'image dans son esprit. Au cours de son explication, Genie décrit par inadvertance la masse d'eau comme ayant la taille d'un globe oculaire, puis s'excuse aussitôt, craignant d'avoir offensé le pauvre enfant. Cependant, Kunon comprend autre chose à partir de cette comparaison. Il émet alors une hypothèse. Peut-être que, s'il apprend la magie, il deviendra un jour assez doué pour créer de véritables yeux capables de lui permettre de voir. Avec cet objectif nouvellement fixé, Kunon devient optimiste pour la première fois de sa vie. Même lorsqu'il mange, il vérifie soigneusement chaque ingrédient et tente de former dans son esprit une image de ce à quoi il pourrait ressembler. Le voir s'intéresser soudainement à la nourriture rend sa servante si heureuse qu'elle se met à cuisiner avec encore plus d'enthousiasme et de soin pour lui. Un jour, une autre enseignante nommée Flora est désignée comme lectrice pour Kunon. Rempli d'excitation, Kunon lui demande de lui lire des leçons d'histoire, et plus précisément l'histoire de Isterulia, le chevalier sacré responsable de sa cécité. Flora hésite, convaincue que ce récit pourrait être trop douloureux pour le pauvre Kunon, mais lorsqu'il l'assure qu'il ira bien, elle finit par accepter. Selon Madame Flora, il y a plusieurs centaines d'années eut lieu une guerre opposant les héros au roi démon. Ister Uglia fut choisi comme héros du pays de Kunon et parvint finalement à vaincre le roi démon, mais au prix terrible de la perte d'un bras et d'une jambe. On raconte que, dans son dernier souffle, le roi démon lança une malédiction sur Istor, et que depuis lors, nombre de ses descendants naquirent dans ce monde avec une partie de leur corps manquante. Certains perdaient un bras, d'autres une jambe, et dans le cas de Kunon, c'était la vue. Les gens donnèrent à ce phénomène étrange le nom de la cicatrice du héros. Les enfants nés avec la cicatrice du héros ne manifestaient pas nécessairement de pouvoir particulier, mais par compassion, les personnes autour d'eux les traitaient souvent avec un respect particulier. Après avoir appris cette histoire, Kunon eut d'abord beaucoup de mal à accepter qu'il soit né avec une telle malchance. Cependant, il finit par accepter la réalité et décida d'avancer avec ce qui lui avait été donné. Peu de temps après, il apprit à lancer plusieurs sphères d'eau en même temps et se trouva plus motivé que jamais à devenir un sorcier d'exception. Malheureusement pour lui, lancer des sorts magiques était extrêmement épuisant. Ainsi, même si son esprit restait totalement concentré, son corps finit par s'effondrer. Dans son état semi-évanoui, Kunon ne cessait de murmurer qu'il lui fallait davantage, beaucoup plus encore. Sa servante pensa d'abord qu'il réclamait plus de caresses, mais il se hâta de préciser qu'elle en avait déjà fait assez et qu'il parlait en réalité de son besoin accru de connaissance et d'endurance, deux éléments essentiels pour devenir un sorcier hors pair. La servante lui fit alors remarquer la raison pour laquelle il manquait tant d'endurance, en soulignant qu'il mangeait très peu. Comme Kunon n'avait que 7 ans, elle lui conseilla de manger davantage, l'assurant qu'en grandissant, il deviendrait fort et robuste. Kunon acquiesça et, avec l'aide de sa servante, décida d'augmenter ses portions de nourriture. Il remarqua également qu'il n'était incapable ni de courir,
ni même, au minimum, de marcher correctement. Il décida donc d'apprendre aussi l'art de l'épée, espérant que l'entraînement au sabre réduirait ses faiblesses physiques. La servante partit aussitôt en courant, pleine d'enthousiasme, pour demander au père de Cunon, le seigneur Gurion, de lui trouver un nouveau maître d'armes. C'est à ce moment-là que Cunon prononça pour la première fois le véritable prénom de sa servante, Iko, et la remercia du fond du cœur pour tout ce qu'elle faisait pour lui. Le lendemain, lorsque Jenny arriva au manoir de Cunon pour les leçons de magie, elle le trouva en plein entraînement d'escrime avec l'instructeur Huro. Après que celui-ci se fut excusé et retiré, Jenny s'approcha de Cunon, impressionnée par le fait qu'un enfant aussi jeune suive autant d'enseignements à la fois. Elle se souvient du premier jour où elle avait commencé à lui enseigner la magie. À l'époque, le garçon semblait sombre et sans vie, mais maintenant, un large sourire éclaire son visage, signe de tout le changement qui s'est produit en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, Jenny lui demande s'il a besoin d'une petite pause, puisqu'il s'entraîne sans relâche depuis plusieurs heures, mais Cunon assure qu'il va parfaitement bien et se prépare pour ses leçons de magie. Sans plus attendre, Jenny commence son cours en demandant à Cunon s'il se souvient encore comment lancer le sort Aori. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Cunon s'entraîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est donc visiblement stupéfaite lorsque Cunon fait apparaître sans effort une série de sphères d'eau en même temps. Cet exploit fait réaliser à Jenny que ce garçon est vraiment exceptionnel et qu'il peut sans aucun doute devenir le prochain grand sorcier de ce continent. Pendant ce temps, au château impérial, un serviteur royal entre dans la chambre de la princesse Mirica et l'informe que sa calèche est prête à l'extérieur. La calèche doit l'emmener voir son fiancé, mais Mirica déteste l'idée du mariage et refuse d'y aller. Elle croit que son fiancé ressent la même chose et révèle qu'il n'est autre que Cunon. Elle ne déteste pas forcément Cunon, mais sa morosité a toujours été pour elle un énorme point négatif. Malheureusement, elle n'a pas le choix, car c'est un ordre de son père, le roi. En chemin vers le manoir de Cunon, Mirica explique pourquoi son père a choisi ce jeune homme handicapé pour elle. Apparemment, Cunon est considéré comme une personne importante à cause de la cicatrice du héros, et afin de plaire au peuple du royaume, le roi a pris cette décision politique. Elle se souvient du premier jour où elle a rencontré Cunon. Elle était initialement ravie d'épouser quelqu'un de son âge et l'avait emmené dehors pour jouer ensemble. Mais lorsqu'elle lui demanda quel jeu il aimait, il répondit, le visage en pleurs, qu'il n'aimait rien et ne pouvait rien faire à cause de sa cécité. Mirica ne voulait pas devenir l'épouse de cet idiot sombre et ennuyeux. Mais, à sa grande surprise, cet idiot morose avait changé. Lorsque Cunon l'accueille avec le plus large sourire éclatant, elle se demande d'abord s'il n'est pas un imposteur ou quelque chose du genre. Elle se tourne vers la servante de Cunon, Iko, pour lui demander si c'est vraiment lui, et Iko hoche la tête, confirmant que c'est bien Cunon. La servante prend aussi un moment pour complimenter la princesse Mirica, en déclarant que si elle était un vieil homme avec des problèmes mentaux, elle l'aurait déjà arraché à Cunon. Mirica ignore le commentaire étrange d'Iko et demande à nouveau à Cunon de lui expliquer ce qui lui est arrivé. Cunon répond sincèrement, expliquant que sa vie a changé depuis le jour où il est tombé amoureux de la magie. Il fait apparaître un arc-en-ciel au-dessus de la tête de Mirica pour montrer ses compétences magiques. Cunon se rend compte qu'il a été un peu un idiot avec Mirica tout ce temps. Alors il s'excuse auprès d'elle, promettant de devenir une meilleure personne à partir de maintenant. Alors que Mirica accepte ses excuses, il prend sa main et lui propose de lui raconter toutes ses récentes expériences amusantes. Mirica accepte avec joie et passe la journée à s'amuser avec lui. À la fin de la journée, elle rentre dans sa calèche et commence déjà à ressentir son absence. Pendant ce temps, Cunon ne peut s'empêcher de repenser à la façon dont il a tenu la main de Mirica avec autant de naturel. Il souhaite se comporter comme un vrai gentleman devant la princesse Mirica, dans l'espoir de l'impressionner davantage. Il commence donc à suivre des leçons de bonne manière et d'étiquette auprès de Madame Flora. Iko a alors une idée malicieuse pour transformer Cunon en gentleman avec un sens de l'humour, et, étrangement, Flora accepte de jouer le jeu. De son côté, Miss Jenny se demande ce qu'elle enseignera à Cunon le lendemain. Il est capable de lancer 7 sphères d'eau en même temps, ce qu'elle ne peut pas faire malgré son statut de maîtresse. De plus, il a déjà maîtrisé tous les autres sorts de base qu'elle lui a enseignés, et elle abandonne, admettant qu'il n'y a plus rien à lui apprendre. Pendant un instant,
Elle se demande si elle ne devrait pas passer à l'étape suivante et lui enseigner des sorts intermédiaires, mais son travail est uniquement de lui apprendre la magie élémentaire. Elle prend également conscience qu'enseigner la magie intermédiaire à un enfant de 7 ans pourrait être dangereux et se demande donc quoi faire. Comme elle est payée à l'heure, elle ne peut pas simplement quitter son travail puisqu'elle doit payer de nombreuses factures. Elle se met donc au travail et commence à réfléchir à ce qu'elle enseignera à ce jeune prodige le lendemain. Le lendemain, elle se rend au manoir de Kunon et découvre que le caractère du garçon a encore changé. Elle fait de son mieux pour l'ignorer et se concentre sur l'enseignement des détails fins de sa magie, par exemple, comment modifier la température de ses sphères d'eau. Kunon essaie, et en modifiant les caractéristiques internes de l'eau, celle-ci prend le goût du jus de pomme. Après avoir vu cela, Genie reste complètement sans voix. Elle a passé toute la nuit à préparer une leçon d'une semaine pour lui enseigner l'altération magique, et pourtant, il comprend complètement la théorie en moins de 5 minutes et maîtrise la technique instantanément. Quoi qu'il en soit, Kunon est maintenant capable de ressentir les formes et les odeurs, ce qui lui permet de les altérer dans ses sorts. Cependant, il n'a toujours aucun concept des couleurs et ne peut donc pas encore créer un objet magique pleinement formé. Il décide alors que son prochain objectif sera de comprendre les couleurs et, de manière inattendue, il commence à les ressentir. Kunon se rend compte qu'il a été un peu un idiot avec Mirika tout ce temps. Alors il s'excuse auprès d'elle, promettant de devenir une meilleure personne à partir de maintenant. Alors que Mirika accepte ses excuses, il prend sa main et lui propose de lui raconter toutes ses récentes expériences amusantes. Mirika accepte avec joie et passe la journée à s'amuser avec lui. À la fin de la journée, elle rentre dans sa calèche et commence déjà à ressentir son absence. Pendant ce temps, Kunon ne peut s'empêcher de repenser à la façon dont il a tenu la main de Mirika avec autant de naturel. Il souhaite se comporter comme un vrai gentleman devant la princesse Mirika, dans l'espoir de l'impressionner davantage. Il commence donc à suivre des leçons de bonne manière et d'étiquette auprès de Madame Flora. Iko a alors une idée malicieuse pour transformer Kunon en gentleman avec un sens de l'humour, et, étrangement, Flora accepte de jouer le jeu. De son côté, Miss Jenny se demande ce qu'elle enseignera à Kunon le lendemain. Il est capable de lancer 7 sphères d'eau en même temps, ce qu'elle ne peut pas faire malgré son statut de maîtresse. De plus, il a déjà maîtrisé tous les autres sorts de base qu'elle lui a enseignés, et elle abandonne, admettant qu'il n'y a plus rien à lui apprendre. Pendant un instant, elle se demande si elle ne devrait pas passer à l'étape suivante et lui enseigner des sorts intermédiaires, mais son travail est uniquement de lui apprendre la magie élémentaire. Elle prend également conscience qu'enseigner la magie intermédiaire à un enfant de 7 ans pourrait être dangereux, et se demande donc quoi faire. Comme elle est payée à l'heure, elle ne peut pas simplement quitter son travail puisqu'elle doit payer de nombreuses factures. Elle se met donc au travail et commence à réfléchir à ce qu'elle enseignera à ce jeune prodige le lendemain. Le lendemain, elle se rend au manoir de Kunon et découvre que le caractère du garçon a encore changé. Elle fait de son mieux pour l'ignorer et se concentre sur l'enseignement des détails fins de sa magie, par exemple, comment modifier la température de ses sphères d'eau. Kunon essaie, et en modifiant les caractéristiques internes de l'eau, celle-ci prend le goût du jus de pomme. Après avoir vu cela, Genie reste complètement sans voix. Elle a passé toute la nuit à préparer une leçon d'une semaine pour lui enseigner l'altération magique, et pourtant, il comprend complètement la théorie en moins de 5 minutes et maîtrise la technique instantanément. Quoi qu'il en soit, Kunon est maintenant capable de ressentir les formes et les odeurs, ce qui lui permet de les altérer dans ses sorts. Cependant, il n'a toujours aucun concept des couleurs et ne peut donc pas encore créer un objet magique pleinement formé. Il décide alors que son prochain objectif sera de comprendre les couleurs et, de manière inattendue, il commence à les ressentir aussi. Dans un flashback, le frère de Kunon se souvient du jour où il avait voulu sortir jouer avec Gurion. Ce jour-là, Gurion s'inquiétait de son incapacité à voir, mais son frère le rassura en lui promettant qu'il tiendrait sa main pour qu'il ne tombe pas. Cependant, au moment où Kunon fit son deuxième pas, sa jambe glissa et son frère relâcha par erreur sa main, ce qui entraîna malheureusement la chute de Kunon. On pourrait penser que Kunon n'aurait plus autant confiance en son frère, mais sans aucun doute, celui-ci rassure Gurion qu'il tiendra Kunon et veillera à ce qu'il ne lui arrive rien. Pendant ce temps, Kunon est avec Iko, s'exerçant à sa magie comme d'habitude. Il pratique l'hydromancie, une magie utilisée pour retrouver des objets perdus. Iko le taquine en lui demandant de retrouver sa jeunesse,
et il lui répond qu'elle est déjà aussi joyeuse et jeune qu'il se doit, donc ce n'est pas nécessaire. Quand elle lui demande de trouver son futur mari, il lui rappelle qu'elle est une belle jeune fille et que plusieurs hommes se mettront en file pour elle. Il s'y intéresserait même s'il n'était pas noble. Leur conversation amusante est interrompue par l'arrivée de Lady Flora. Comme d'habitude, Lady Flora lui enseigne ce qu'il doit savoir. Soudain, elle semble troublée. Le jeune garçon a maintenant 9 ans et elle lui a appris plusieurs choses, y compris à être un gentleman. Elle se demande si elle ne se trompe pas et si elle aurait dû le former à être un homme plus jovial. Coonan remarque son trouble et lui demande à quoi elle pense. Elle observe combien il est mignon et adorable et se sent heureuse d'avoir participé à la création de ce jeune garçon si charmant. Plus tard, Iko emmène Coonan aux quartiers principaux ce soir-là. En chemin, elle a très froid et demande de l'aide à Cunon. Sans attendre, Cunon crée de l'eau chaude pour eux et elle la serre contre elle pour se réchauffer. L'eau est plus agréable que celle qu'il avait toujours préparée pour elle, et on peut lire dans son commentaire joyeux combien elle apprécie ce confort. Il aime ses compliments, mais affirme que ce n'est qu'un prototype. Elle avait vraiment besoin de quelque chose d'aussi chaud pour passer une bonne nuit, et il envisage de créer un lit pour elle avec la même densité. Il est très préoccupé par le fait que Gurion les ait appelés. Il se demande s'il a fait quelque chose de mal, mais Iko le rassure en lui disant que tout va bien et lui rappelle qu'il a appris grâce aux leçons de sang et qu'il n'a rien fait de mal. Alors qu'il s'éloigne, il lui rappelle que la seule raison pour laquelle il avait réalisé l'affaire du sang était parce qu'elle lui avait demandé de donner le maximum. Elle n'a pas non plus de haine envers cet acte, mais Gurion le déteste, donc leur avis n'a pas d'importance. Ils arrivent enfin au château et le serviteur les salue. Il mentionne son frère, Ixlo, et le reconnaît immédiatement. Il salue son frère et l'escorte jusqu'à la chambre de leurs parents. En chemin, Ixlo demande à Cunon s'il a besoin qu'on lui tienne la main, mais Cunon refuse, expliquant qu'il a grandi et qu'il comprend désormais son environnement. Il peut marcher seul. Ixlo repense au jour où il tenait Cunon par la main, et voir son frère grandir ainsi le remplit d'enthousiasme. Cunon remarque que son frère est plongé dans ses pensées et lui demande ce qu'il a, mais Ixlo assure que ce n'est rien. Ils arrivent dans la chambre de leurs parents et Gorion lui annonce ce que mademoiselle Flora lui a rapporté. Cunon a terminé l'intégralité des cours élémentaires, ce qui est vraiment remarquable. Cependant, il doit désormais fréquenter l'école des nobles. Gorion explique que tout noble doit y aller, car cela fait partie des exigences de leur rang. En raison de la condition particulière de Cunon, ils avaient obtenu la permission du roi de le former à domicile. Néanmoins, il serait désavantagé s'il ne se rendait jamais à l'école, et il devrait donc y réfléchir sérieusement. Cunon refuse catégoriquement. Il dit à son père qu'il n'en a pas envie et que, puisque ce n'est pas obligatoire, il ne veut pas y aller. Il se met à se demander si son père ne cherche qu'à le pousser dehors et lui demande s'il est en colère à cause de son argent de poche, puisque son père s'était toujours plaint qu'il dépensait trop. Gorion insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et que c'est simplement nécessaire pour un noble. Cunon demande à nouveau si c'est à cause du dernier incident sanglant, mais Gorion assure que non. Sa mère et Ixlo tentent de calmer la situation, mais en vain. Lorsque Cunon se calme enfin, Gorion lui explique que les nobles qui ne vont pas à l'école sont toujours désavantagés et que sa fiancée, Mirica, serait regardée de travers s'il ne s'y rend pas. Finalement, Cunon change d'avis et accepte d'y aller. Gorion lui précise qu'il n'a pas besoin d'y aller longtemps. Il s'agit seulement de passer les examens. Il y a 4 examens au total, et il n'y assistera que 4 fois pour chacun d'eux. Mirica et Ixlo passeront également les examens. Ils iront donc ensemble. Sa mère est ravie qu'il accepte et commence immédiatement à le préparer pour l'école. Lorsqu'il sort avec elle, Gorion appelle Ixlo à part et lui rappelle que d'autres nobles, en voyant Mirica et Cunon ensemble, pourraient devenir jaloux. Ixlo rassure son père en lui promettant de les protéger et de rester à leur côté. Plus tard, Cunon retrouve Mirica et lui raconte la dernière mise à jour. Elle est ravie d'aller à l'école avec lui, mais il s'inquiète de la manière dont les nobles qui s'intéressent à elle se comporteront envers lui. Mirica n'a aucune inquiétude et lui dit de ne pas s'en faire. Cependant, cela le fait se demander si elle est populaire à l'école. Pour le rassurer, elle lui explique qu'elle est en effet populaire et que plusieurs garçons la courtisent, exactement autant que ses doigts, soit 5. Fort de cette confiance,
Kunon n'a désormais aucun problème à se rendre à l'école. Après avoir terminé tous les préparatifs, l'uniforme de Kunon est prêt. Il l'enfile et a désormais l'allure d'un véritable membre de la royauté. Iko le taquine comme à son habitude, et Kunon lui répond avec son esprit habituel, ce qui choque Ixlo, qui ne l'avait jamais vu aussi joyeux. Il monte dans la calèche et Kunon utilise sa magie de l'eau pour stabiliser les roues pendant le trajet, avant de faire ses adieux à ses parents. La calèche s'éloigne tandis que sa mère fond en larmes devant la maison. Pendant le trajet, Ixlo remarque la stabilité de la calèche et comprend que c'est grâce à la magie de Kunon. Voyant son frère ainsi, Kunon sait qu'Ixlo s'inquiétait pour lui et sa sécurité. Il le rassure en disant qu'il a grandi et qu'il est désormais confiant et qu'Ixlo n'a plus à s'inquiéter pour lui. Kunon se remémore le jour où il avait glissé et était tombé alors qu'Ixlo le tenait enfant. Il se souvient combien Ixlo s'était senti coupable et avait assumé la responsabilité de la chute. Kunon le rassure en lui disant qu'il sait désormais qu'il n'était pas fautif. Il confie à son frère qu'autrefois, il se sentait mal dans sa vie et voulait mourir. Mais aujourd'hui, il ne désire plus la mort. Il est résilient et fera tout pour vivre, même s'il devait être le dernier humain à disparaître. Ixlo est encouragé par la maturité de son petit frère. Il se demande maintenant si Kunon est vraiment son frère cadet ou s'il s'agit de son aîné. Il admet que Kunon a changé, se demandant si cela est dû à sa proximité avec Iko. Bientôt, ils approchent de l'école et c'est Kunon qui le remarque en premier. Il dit à Ixlo qu'ils sont arrivés, et ce dernier s'étonne de sa rapidité à le savoir. Kunon explique qu'il peut désormais ressentir la présence des humains autour de lui. À leur arrivée, Mirika vient les accueillir. Elle complimente Kunon pour sa tenue élégante et leur gaieté fait se demander à Ixlo pourquoi ils sont si joyeux. Alors que Mirika s'avance pour les guider à l'intérieur de l'école, Kunon recule. Il utilise sa magie pour analyser les sons et les sensations autour de lui et réalise qu'il y a plusieurs personnes sont présentes. Il sait que, si c'était son ancien lui, il aurait reculé et serait rentré chez lui. Mais avec son moi actuel, il ne recule jamais et ne sera jamais lâche. Il se tourne vers Mirika et lui demande l'honneur d'être la dame qui le conduira ce jour-là. Il lui demande de lui tenir la main et de le guider à l'intérieur de l'école, et Mirika accepte avec un sourire. Dans l'école, le professeur Cast, l'une des enseignantes, attend l'arrivée de Kunon. Elle est un peu troublée car elle sait que Kunon porte la cicatrice du héros et doute de sa capacité à prendre soin d'un enfant d'un tel rang, bien qu'elle ait reçu l'ordre de le guider dans l'école. Au milieu de ses pensées, elle entend les autres élèves femmes s'émerveiller devant la beauté de Kunon, n'ayant jamais vu un enfant aussi charmant. Sans prêter attention aux remarques des autres, Kunon et Mirika pénètrent dans la classe et passent devant Cast, qui les observe, émerveillée elle aussi. Elle revient à elle et s'avance immédiatement pour les rencontrer. Elle se présente comme la personne responsable de Kunon, et celui-ci la salue avec courtoisie. Il s'incline comme une dame et lui explique qu'il doit se comporter comme une belle dame pour cette journée. Cast ne comprend pas immédiatement, mais Kunon insiste. Bien qu'il soit biologiquement un garçon, il sera une femme ce jour-là. Elle est confuse, mais ne s'en préoccupe pas. Comme elle doit accompagner Kunon dans ses déplacements, ce dernier fait ses adieux à Mirika et à Ixlo, en espérant les revoir plus tard pour un repas. Quelques élèves les observent depuis le bâtiment voisin. Parmi eux se trouve le prince Lyle, le 6e prince du royaume et frère de Mirika, qui dirige le groupe. Ses amis, qui sont également ses subordonnés, parlent de Kunon. Il est le premier enfant né avec la cicatrice du héros depuis environ 100 ans et il bénéficie des bénédictions du roi. Ils se rendent rapidement compte que Lyle n'est pas à l'aise avec cette conversation, alors ils changent de sujet pour ne pas l'irriter. Cass conduit Kunon jusqu'à la salle de classe. Elle lui demande s'il a entendu parler de l'examen d'avancement, précisant qu'il y en a 5 à passer sur une longue période. Toutefois, elle a reçu l'ordre du roi et de Gurion que Kunon doive passer ces 5 examens en un court laps de temps. Kunon connaît bien cette situation et sait que c'est du favoritisme. Il explique à Cass que son père et le roi sont amis proches, ce qui explique cette exception. Mais il sait que c'est injuste et contraire à l'intégrité de l'école. Cass n'a aucun intérêt pour ces conversations politiques et lui ordonne simplement de passer son examen et de cesser de discuter. Mais Kunon ne s'arrête pas et continue de parler jusqu'à la fin de l'examen. Cass récupère ses copies pour les corriger et est stupéfaite.
Kunon a obtenu toutes les réponses correctes, sans aucune erreur. Kunon retrouve Mirika pour déjeuner, mais avant d'atteindre le restaurant, Lyle les rejoint. Il veut vérifier si Kunon bénéficie réellement de la bénédiction du roi. Mirika est embarrassée, et Kunon le remarque, sans savoir qui est ce garçon. Ixlo arrive également et tente de calmer Lyle, mais ce dernier continue de semer le trouble. Pour protéger sa fiancée, Kunon prend de l'eau dans un verre à proximité et la verse sur le pantalon de Lyle, donnant l'impression que Lyle s'est marié à son pantalon. Puis il attire l'attention de tous pour signaler que Lyle a marié son pantalon. Lyle nie l'incident, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Humilié et en colère, il s'éloigne avec ses amis. Mirika et Ixlo savent que Kunon est responsable. Ixlo le regarde avec suspicion, mais Kunon se contente de leur dire qu'il est temps d'aller manger. Pendant le repas, Kunon leur demande qui est Lyle et est choqué de découvrir qu'il s'agit de son futur beau-frère. Il se demande si les frères peuvent vraiment être méchants avec leur sœur, car son propre frère ne l'a jamais été. Il est surpris de découvrir qu'il existe des frères qui ne se soucient pas de leurs proches. Il est simplement reconnaissant qu'Ixlo soit son frère et qu'Ixlo prenne soin de lui. Ixlo, de son côté, est préoccupé par le fait qu'ils ont provoqué un personnage très influent, mais Mirika le rassure. Kunon est ainsi. Ixlo espère simplement qu'ils n'auront pas d'autres ennuis. Kunon semble passer un bon moment. Espérons simplement qu'il ne marchera pas. Pendant ce temps, Lyle est furieux contre Kunon et prépare sa vengeance. Il arpente les couloirs de l'école d'un pas menaçant, terrifiant les élèves sur son passage. Il n'épargne même pas les professeurs et ordonne à Cass de retourner en cuisine lorsqu'elle lui demande de faire moins de bruit dans les couloirs. De retour au réfectoire, Kunon demande à Mirika et Ixio ce qui ne va pas chez Lyle et pourquoi il ne cherche même pas à dissimuler sa haine. Mirika répond qu'il agit sans doute ainsi pour maintenir son statut, car il a peur qu'elle ne lui fasse de l'ombre un jour. Intrigué, Kunon s'intéresse alors à cette histoire de rang social, et Mirika lui explique que Lyle est le 6e prince, tandis qu'elle est la 9e princesse. Dans la hiérarchie habituelle, elle lui est donc inférieure. Cependant, puisqu'elle est fiancée à quelqu'un portant la cicatrice du héros, son statut social augmente rapidement, ce qui effraie Lyle. Mirika ajoute que, depuis que Kunon a fait ses débuts officiels dans la société, leur position à tous les deux dépasse désormais celle de Lyle, et que ce dernier est simplement désespéré à l'idée de devenir insignifiant. Kunon trouve toutes ces manœuvres politiques profondément ennuyeuses, et Mirika lui confie que, même s'il n'était ni magicien ni porteur de la cicatrice sacrée, elle serait quand même heureuse d'être fiancée à lui. Kunon use alors de son talent pour la flatterie et lui répond qu'il est lui aussi ravi d'être fiancé à elle, et que la prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui pour le remercier, même s'il n'a aucune intention de s'agenouiller devant un autre homme. Sur ce, il déclare qu'il devrait d'abord aller présenter ses excuses au prince Lyle pour ses actes. Mais Ixio comme Mirika lui disent de ne surtout pas y penser, affirmant que c'est une idée encore pire que de sortir avec une fille qui est toujours amie avec son ex. Peu après, vient l'heure de l'examen final de Kunon, et il s'entraîne à la magie avec Jen avant de passer l'épreuve. Comme d'habitude, il invoque une masse d'eau, et Jen lui demande d'en modifier la sensation aujourd'hui. Kunon utilise aussitôt son pouvoir pour la geler, et lorsque Jen la prend en main, elle dit que cela ressemble au toucher d'une pomme, ce qui est techniquement impossible, mais les spécialistes savent toujours ce qu'ils disent. Elle conseille alors à Kunon de toucher de nombreuses choses afin de comprendre leurs sensations, puis de s'en servir pour affiner davantage sa magie. Au lieu de profiter de cette occasion pour la toucher elle, ou simplement de l'herbe, Kunon se met à tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio sort à ce moment-là et reste stupéfait en voyant le comportement suspect de son frère, mais décide finalement de le laisser faire à sa manière. C'est alors que Mirika arrive en courant pour les saluer, et Kunon se montre excessivement dramatique, déclarant que puisque c'est le dernier jour où il la voit à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule autour de lui. Après cela, il entre à l'intérieur, où Cass lui annonce qu'il passera l'examen final en même temps que les autres élèves. La femme répondit qu'elle trouvait la situation plutôt amusante. Elle fit un commentaire sur la fête, et Constance, qui demanda qu'on l'appelle Connie par simple paresse de prononcer son nom en entier, lui répondit qu'elle pouvait tout à fait entrer et profiter de l'événement. La femme lui demanda si elle en était certaine, et Connie répondit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Alors,
Sans la moindre hésitation, l'étrangère entra dans le manoir, ce à quoi Constance ne s'attendait pas. Elle la remercia simplement, restant confuse un instant, avant de reporter ses pensées sur quelque chose de bien plus important, son fiancé, qui semblait clairement impliqué avec Pamela. À ce moment-là, une jeune fille très timide s'approcha pour la féliciter de ses fiançailles. Constance la reconnut vaguement, car elle se promenait souvent en compagnie de Pamela. Elle s'appelait Brenda, et à cet instant précis, elle laissa tomber une fourchette. Connie l'avertit qu'il vaudrait mieux la ramasser avant que quelqu'un ne se blesse. Mais Pamela, qui observait la scène de loin, remarqua la nervosité de Brenda. La jeune fille, tremblante, expliqua qu'elle avait oublié son sac au 2e étage et demanda à Constance de tenir la fourchette pendant qu'elle allait le chercher. Connie accepta sans la moindre hésitation. Un garçon observait également la scène, et Constance lui rendit son sourire avec gentillesse, bien qu'elle ait remarqué un regard étrange qu'elle préféra ignorer. Soudain, Pamela surgit en criant, accompagnée de Brenda et de Nell, accusant Constance d'avoir commis un acte terrible. Pamela déclara qu'elle connaissait les difficultés financières de la famille Graille et affirma que Constance avait volé un accessoire précieux appartenant à Brenda. Les regards autour d'eux devinrent immédiatement soupçonneux. Constance ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Pamela l'accusa de jouer l'innocente et annonça que, pendant qu'elle se recoiffait, Brenda s'était fait voler son ornement. Elle demanda alors ce que Constance avait à dire pour sa défense. Un objet d'une telle valeur pouvait facilement tenter quelqu'un dans le besoin, et tout le monde connaissait la situation difficile de la famille Graille. Constance tenta d'expliquer qu'elle ne faisait que tenir l'objet à la demande de Brenda, mais elle fut interrompue lorsqu'on exigea qu'elle montre le contenu de son sac. Si elle était réellement innocente, il ne s'y trouverait rien. Lyle pense que tout le monde ici est pareil, et qu'ils doivent critiquer dans son dos, parce qu'ils n'ont pas le courage de lui dire les choses en face. Il serre les poings de rage, mais soudain, Cunon lui attrape la main, se présentant au prince. Il explique qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour, mais qu'il tient vraiment à bien s'entendre avec son futur beau-frère. Toute la classe reste stupéfaite, car personne n'ose s'approcher de Lyle, à l'exception de quelques lèche-bottes. Pourtant, c'est la première fois que quelqu'un s'adresse à Lyle de cette manière, et il ne sait pas comment réagir. Cunon serre sa main avec vigueur, et Lyle n'arrive pas à se libérer, peu importe ses efforts. Il adopte un ton autoritaire et lui dit qu'il ne lui a jamais donné la permission de tenir sa main ou de lui parler. Cunon ignore complètement cette remarque et ajoute que Lyle a de vraies mains viriles et qu'il aimerait les avoir autour de son cou. C'en est trop pour Lyle, qui se tourne immédiatement vers Mirica pour lui demander ce qui ne va pas avec son futur mari. Au lieu de répondre, Mirica éclate de rire, car elle n'aurait jamais imaginé que Lyle puisse rougir ainsi. Lyle est encore plus embarrassé lorsque toute la classe se joint au rire de Mirica, et il se tourne vers Cunon en lui ordonnant de lâcher sa main. Cunon finit par le relâcher, et l'affaire se termine paisiblement. Cast commence l'examen, et, une fois terminé et les copies corrigées, elle annonce que tout le monde a réussi. Tout le monde est heureux d'entendre cela, et Cunon célèbre d'avoir obtenu son diplôme avec son frère et sa fiancée. Plus tard dans la soirée, il rentre chez lui en disant au revoir à tous. Tout le monde est triste de voir partir ce garçon excentrique mais charmant, et même Lyle semble avoir changé après avoir rencontré Cunon. Le lendemain, ses cours de magie avec Jen reprennent, et elle lui demande de créer un petit typhon. Cunon le crée, puis, sur ordre de Jen, le divise en 10 boules d'eau, les colore et en change la texture. Jen est satisfaite de l'exercice, mais Cunon veut en montrer davantage. Il explique qu'il a appris quelque chose de nouveau récemment et transforme alors une boule d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Jen tombe à genoux, réalisant que Cunon est désormais officiellement un sorcier bien plus doué qu'elle, et elle allait perdre son emploi de lui enseigner la magie. Elle décide de révéler cette vérité à Cunon pendant le thé et lui demande de se préparer mentalement, car elle a une nouvelle choquante à lui annoncer. Cunon renvoie Aiko avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde pour l'enseigner, mais qu'elle doit maintenant retourner dans sa dimension divine. Jen trouve cette idée amusante, mais ne la prend pas trop au sérieux. Elle dit à Cunon qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il est déjà meilleur qu'elle maintenant. Cunon se lève et explique qu'il ne veut pas la laisser partir, car les petites astuces qu'elle a inventées pour le garder occupé et prolonger son emploi lui ont permis de comprendre beaucoup plus sur la magie que n'importe quel cours normal. Plus encore, il lui est reconnaissant,
car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux grâce à la magie. Il est désespéré de la garder comme professeur et propose d'augmenter son salaire. Mais Jen est honnête pour une fois et affirme qu'elle a été surpayée tout ce temps et qu'elle n'a maintenant plus de travail. Elle lui dit qu'il devrait trouver un professeur bien meilleur qu'elle pour continuer à étudier, mais il refuse. Il explique qu'il a tant progressé grâce à ses petites astuces et exige qu'elle continue à le tromper pour qu'il continue d'apprendre. Alors qu'il prononce ces mots, des animaux faits d'eau surgissent de partout et commencent à se blottir contre Jen, qui est désormais encore plus convaincue que son rôle dans la vie de Cunon est terminé. Sur ce, elle quitte la maison de Cunon et décide de devenir une meilleure sorcière, inspirée par le travail acharné et le dévouement de ses élèves. Peu de temps après, Aiko informe Cunon que même Flora a démissionné de son poste parce que le programme est terminé et que Cunon a terminé sa formation. Elle n'a pas attendu pour lui dire au revoir, de peur d'être trop émotive, et Cunon décide de lui écrire une lettre de remerciement. Aiko lui suggère de demander à Flora si elle a un beau serviteur dans son manoir, de plus d'1,80 m, car elle cherche un mari. Cunon demande à Aiko si elle envisage vraiment de quitter son travail et de se marier. Aiko confirme, disant qu'elle estime que Cunon peut parfaitement se débrouiller seule maintenant et qu'il est temps pour elle de se marier, car les occasions de rencontre sont limitées après cela. Pendant le dîner, Cunon raconte à ses parents que tous ses professeurs ont démissionné et que Jen lui a conseillé de trouver un magicien extraordinaire pour continuer son apprentissage. Ixio mentionne que le sorcier royal Zeo est récemment devenu très célèbre et que leur mère peut en témoigner. Cunon demande à son père de nommer Zeo comme son professeur, mais celui-ci lui explique que les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il précise qu'il ne peut pas simplement appeler le sorcier royal pour qu'il vienne lui enseigner. Et Cunon réplique « Quel est l'intérêt d'être le meilleur ami du roi si on ne peut même pas obtenir ça ?» Le père de Cunon lui explique alors que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux, qui quittent rarement le château et ne voient pas les roturiers. Cunon comprend la situation, mais il a déjà une solution en tête. Il annonce à son père qu'il l'accompagnera au palais royal lors de sa prochaine visite au roi et qu'il s'y perdra exprès. Les sorciers royaux le trouveront et grâce à une sorte de protection scénaristique, il sera accepté comme leur élève. Le père de Cunon lui conseille d'arrêter de regarder autant d'animes et de dramas coréens, car dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ajoute que son plan n'a aucune garantie de succès, mais Cunon reste confiant que cela lui permettra d'obtenir ce qu'il veut. Il demande alors l'aide de sa mère, et comme elle le favorise beaucoup, elle supplie son mari d'intervenir. Le père, étant sous son charme, accepte de parler au roi du problème, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir que le plan réussisse. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier transmis par un autre sorcier de haut rang. Il est surpris d'apprendre qu'un apprenti sorcier cherche à devenir l'élève du sorcier royal Zeo. La jeune femme qui l'accompagne précise que le garçon semble talentueux et que la princesse Mirica est complètement amoureuse de lui. Le maître, lui, s'en moque et commence à lire attentivement le dossier de Cunon. Quelques jours passent et Cunon reçoit enfin une convocation du palais royal, lui demandant de se présenter devant le sorcier royal. Il monte dans une calèche aux côtés de son père, lequel semble plutôt satisfait de la tournure des événements. Cunon affirme que l'amitié entre le roi et son père doit être particulièrement profonde pour que ce dernier ait accepté une requête de ce genre. Mais son père lui répond que la véritable raison de cette rencontre est que le grand sorcier de la cour s'est montré extrêmement intéressé par Cunon et ses capacités, et qu'il souhaitait également le rencontrer personnellement. Il lui demande alors quel type de magie il est désormais capable d'utiliser. Cunon ne tarde pas à répondre. Il récite une incantation et crée une petite boule d'eau qui se transforme rapidement en un chat noir, lequel vient s'installer tranquillement sur ses genoux. Son père est stupéfait. Il affirme qu'il n'aurait jamais cru qu'un tel prodige soit possible grâce à la magie et commence à caresser le petit félin. Il est surpris de constater que le chat ne donne absolument pas l'impression d'être fait de magie ou d'eau. Il a la même texture qu'un chat ordinaire, comme ceux que l'on pourrait croiser dans la rue. Cunon lui explique qu'il n'a maîtrisé l'apparence des animaux que récemment, car auparavant, il ne parvenait à créer que des créatures entièrement transparentes. Cependant, depuis peu, il arrive à modifier leur couleur à sa guise. Son père continue de jouer joyeusement avec le chat
et Kunon lui demande alors s'il ne devrait pas adopter un vrai chat à la maison. Comme tout père typique, il refuse aussitôt, prétextant que ces animaux mettent le désordre partout et qu'il risquerait même de trébucher dessus et de se blesser. Par-dessus tout, il ajoute que la mère de Kunon préfère largement les chiens et qu'il n'a donc pas vraiment son mot à dire pour choisir un autre animal. Peu après, ils entrent dans la capitale et sont immédiatement accueillis par une jeune fille aux cheveux argentés nommée Rei, la seconde princesse du royaume et la sœur aînée de Miri. Kunon la salue chaleureusement, affirmant qu'il se sent extrêmement chanceux d'avoir une femme aussi belle qu'elle comme future belle-sœur. Son père se demande brièvement si son fils n'est pas un peu trop charmeur, mais décide de remettre cette réflexion à plus tard. Rei sourit et explique qu'elle a beaucoup entendu parler de Kunon par l'intermédiaire de sa petite sœur, et qu'elle aimerait beaucoup avoir une longue discussion avec lui. Elle remarque également le chat et leur demande s'il nécessite une alimentation particulière. Mais au moment où le père de Kunon repose l'animal au sol, Kunon interrompt son sort et le chat redevient instantanément une simple flaque d'eau. Rei comprend alors que Kunon est bien plus talentueux qu'elle ne l'imaginait, tandis que son père, lui, est attristé de ne pas avoir eu le temps de donner un nom au chat. Rei propose d'accompagner Kunon jusqu'à la Tour Noire, tandis que son père affirme qu'il ira, lui aussi, discuter un moment avec le roi avant de rentrer chez lui. Kunon lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car après la Tour Noire, il compte rendre visite à Miri, et peut-être même l'inviter à un rendez-vous un peu chic. Son père lui souhaite de profiter pleinement de son séjour et lui promet d'organiser une calèche dès qu'il décidera de rentrer. Rei emmène alors Kunon vers la Tour Noire et, en chemin, lui demande s'il est à l'aise pour marcher ou s'il a besoin d'aide. Kunon lui répond qu'il va parfaitement bien, puis commence aussitôt à lui poser une avalanche de questions, au point de la déstabiliser. Il s'agit de questions d'un niveau digne de Stephen Hawking, appliquées à la magie. Elle lui avoue qu'elle ne peut pas tenir une discussion aussi avancée tout en marchant, puis lui demande s'il connaît le nombre d'enfants du roi actuel. Kunon n'y avait jamais vraiment réfléchi, alors Rei lui révèle que le roi est particulièrement prolifique. Il a engendré 7 princes et 10 princesses. Elle est la 2e princesse, tandis que Miri est la 9e. Plus encore, elle lui explique que ce royaume fonctionne d'une manière assez particulière en ce qui concerne la succession au trône. Ici, le pouvoir ne revient pas automatiquement au fils aîné après la mort du roi. Le pays suit un système de méritocratie, dans lequel tous les princes et princesses sont évalués en fonction de leurs compétences et de leurs mérites, lesquels varient selon leur talent et le degré de dévouement qu'ils accordent à un art précis. Ainsi, même le plus jeune prince ou la plus jeune princesse possède les mêmes chances d'accéder au trône, indépendamment de son âge. Rei ajoute qu'elle-même a déjà renoncé à son droit à la succession en choisissant de devenir mage, préférant consacrer sa vie à perfectionner ses capacités afin de devenir l'une des meilleures magiciennes du pays. Alors qu'ils traversent un long couloir, Kunon ressent soudain une étrange attraction qui le pousse à regarder par une fenêtre. Son regard se perd dans la direction d'une tour sombre, d'où il perçoit la présence de nombreuses entités magiques différentes. Peu après, Rei lui confie quelque chose de très important. Elle pense qu'il existe une faible possibilité qu'il soit entraîné inutilement dans les luttes liées à la succession au trône. Elle lui conseille donc de ne s'associer à aucune faction tant qu'il n'est pas certain de sa décision, et surtout de ne jamais prononcer de paroles qui pourraient être utilisées contre lui pour le discréditer. En échange de ces précieux conseils, Kunon décide de lui rendre l'appareil en lui montrant sa technique magique spéciale. Il gèle une fine couche d'eau sous leurs chaussures, créant une pellicule de glace qui leur permet... Rei adore l'idée et lui demande aussitôt de la laisser essayer. Kunon applique rapidement la magie sur elle aussi, et tous les deux se mettent à glisser dans les couloirs comme de véritables fous, tandis que les gardes tentent de les rattraper, incapables de laisser la princesse se blesser. Malheureusement pour les gardes, Rei et Kunon sont bien plus rapides et parviennent à leur échapper, du moins pendant un temps. Leur chance tourne toutefois lorsqu'un chevalier les aperçoit et se lance immédiatement à leur poursuite. Kunon demande s'il ne devrait pas s'arrêter, mais Rei s'amuse bien trop pour accepter. Elle lui répond qu'il devrait pouvoir distancer un simple chevalier. C'est là qu'il se trompe. Le chevalier finit par les rattraper et les entraîne dehors, dans le jardin, où ils reçoivent une bonne réprimande. Un peu plus tard, ils sont escortés jusqu'à la tour, où Kunon est présenté à Ek, le grand sorcier du royaume. Face à lui, Kunon se sent tout petit
et prend soudain conscience de l'immensité du monde. Il pensait jusque-là que la magie de Ray était impressionnante, mais comparée à celle d'Eck, elle paraît presque ordinaire. Esh semble évoluer à un tout autre niveau. Sans détour, il lui demande s'il est né avec un blason de l'eau. Koonon répond par l'affirmative, tout en avouant qu'il ne comprend pas vraiment ce que sont ces blasons. Esh lui explique alors qu'il existe 7 types de blasons que les mages peuvent porter, chacun correspondant à une affinité magique. Le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la corruption. De plus, chaque blason possède un rang exprimé en étoiles, allant de 1 à 5. Avec ces 2 étoiles, Koonon se situe donc dans une catégorie plutôt commune. Ray précise alors qu'elle-même est une mage du vent à 2 étoiles. Koonon comprend immédiatement et explique qu'il le ressent presque instinctivement. Lui et Ray sont comme du fromage industriel américain, tandis qu'Eck ressemble à une meule artisanale de parmesan longuement affinée. Eck acquiesce, trouvant la comparaison étonnamment juste, puis révèle qu'il est en réalité un mage à 4 étoiles. Aussitôt après, Eck les conduit au terrain d'entraînement situé en contrebas et annonce à Koonon qu'il va lui faire passer un petit test afin d'évaluer l'étendue de ses capacités magiques. Koonon se sent légèrement intimidé. Il se demande si réussir cette épreuve pourrait lui valoir l'attention d'un mage royal prêt à devenir son mentor. Mais il n'a guère le temps de s'attarder sur ses pensées. Azitch fait aussitôt appeler un élève plus âgé, lui aussi mage royal, et lui ordonne de faire une démonstration de sa magie de l'eau. Le mage entonne son incantation et, en un instant, une multitude de gouttelettes d'eau magiques apparaissent dans l'air, dessinant une structure lumineuse et élégante. Azitch se tourne alors vers Koonon et lui demande de vaincre la magie du garçon avec la sienne. Koonon repense aux enseignements de Jen, qui lui répétait souvent qu'un mage de l'eau ne se contente pas de créer de l'eau, mais peut aussi manipuler celle déjà présente dans son environnement. Jusqu'à présent, cela ne lui avait jamais posé de problème. Cependant, il n'avait encore jamais essayé de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il comprend alors qu'Azitch vient de lui imposer, sans effort apparent, une épreuve à laquelle ni lui ni Jen n'avaient jamais vraiment réfléchi. Et désormais, il va devoir s'adapter sur le moment. Il décide tout de même de tenter sa chance et essaie aussitôt d'arracher le contrôle des gouttelettes au mage aux cheveux argentés. Au début, il pense que cela pourrait fonctionner. Mais il se heurte rapidement à une résistance inattendue. Les gouttelettes d'eau se rebellent, solidement maintenues par la magie de leur créateur, qui les contrôle sans la moindre difficulté. Azitch observe la scène avec un vif intérêt, curieux de voir jusqu'où Koonon ira. Et Koonon n'est pas du genre à abandonner facilement. Il mobilise toute son énergie et dépense l'intégralité de son endurance pour tenter de prendre le dessus. À la surprise générale, il parvient à s'emparer de 2 sphères d'eau, les arrachant au contrôle du mage pourtant bien plus expérimenté, avant qu'Azitch ne mette fin à l'épreuve. Koonon s'effondre à genoux, haletant. Le mage aux cheveux argentés admet alors honnêtement qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un simple garçon puisse lui voler 2 de ses sphères d'eau. Il se tourne ensuite vers Azitch et affirme qu'il serait prêt à prendre Koonon sous son aile. Aussitôt, les autres mages présents interviennent à leur tour, déclarant qu'eux aussi souhaiteraient avoir Koonon comme élève. Azitch leur ordonne de se taire. Il veut d'abord voir ce dont Koonon est réellement capable. Il lui demande alors de créer quelque chose qu'il a déjà en tête. Sans hésiter, Koonon utilise sa magie de l'eau pour former un trampoline. Azitch monte aussitôt dessus et se met à bondir avec un enthousiasme presque enfantin, visiblement ravi. Les autres mages font la queue, impatients d'essayer à leur tour, désireux de comprendre le fonctionnement de cette création et de savoir s'ils pourraient se la reproduire. Azitch, cependant, s'adresse de nouveau à Koonon et lui demande de passer la nuit au château, afin d'observer plus en détail l'étendue de ses capacités. Koonon lui répond avec regret que cela lui est impossible. Il a un rendez-vous avec Miri et il compte bien l'emmener dîner. À ce moment-là, Ray lui demande s'il est capable de créer d'autres animaux grâce à sa magie, ou même des humains. Koonon lui répond qu'il peut faire les 2, puis il crée aussitôt une poupée humaine faite de magie de l'eau, prenant l'apparence de sa femme de chambre. La création n'est cependant pas encore parfaite, la servante apparaît légèrement translucide. De plus, Koonon n'a pas encore totalement maîtrisé les mouvements de ses poupées, ce qui reste un problème pour le moment. Le mage aux cheveux argentés lui demande alors si les poupées peuvent effectuer des actions,
et Kounon leur raconte la fois où il a tenté de les faire voler. L'expérience n'avait pas été très bien accueillie, car la poupée avait l'air ridicule en plein vol. Ek s'y intéresse immédiatement, et Kounon se voit contraint de faire une démonstration. Il commence à jouer avec la poupée, la faisant monter et descendre dans les airs à plusieurs reprises, ce qui effraie la moitié des habitants du château. Il se fait encore une fois réprimander, et tout le monde est forcé de présenter ses excuses. Peu après, le soleil se couche et Ek annonce à Kounon qu'il a brillamment réussi les épreuves. Il lui promet de lui assigner personnellement un sorcier, afin qu'il puisse apprendre à mieux maîtriser sa magie. Kounon est fou de joie et va l'annoncer à son père, qui, au contraire, est furieux. Ayant déjà reçu 2 plaintes au sujet de son fils en l'espace de quelques heures, il le réprimande sévèrement pour son usage irresponsable de la magie. Peu après, son père repart vers leur manoir, laissant Kounon seul avec Ray. Cette dernière réalise alors que Kounon doit absolument rejoindre Miri, sous peine d'arriver en retard pour le dîner. Ray lui explique qu'ils doivent utiliser leur magie pour la rejoindre à temps. Ils décident donc de tenter une petite expérience. Kounon crée une bulle d'eau, tandis que Ray utilise sa magie du vent pour les propulser en avant, à la manière du tapis volant d'Aladin. Ils s'élèvent dans le ciel et atteignent les abords des appartements de Miri en un rien de temps. Malheureusement, Ray oublie de réduire progressivement sa magie et l'interrompt brutalement, ce qui les fait chuter. Ils se font alors attraper pour la 3e fois de la journée par le chevalier Dario, particulièrement agacé, qui leur inflige une nouvelle et longue leçon de morale, tandis que Miri attend son prince charmant, vêtu de sa robe.